C'est parti pour ce webinaire, 3 erreurs qui tuent l'impact et comment les éviter. Oui, j'ai bien dit qui tue l'impact et c'est un mot fort parce que c'est vrai. Il est temps de prendre conscience de votre impact, de l'impact que vous avez chacun, chacune. Il est temps d'en prendre conscience. Cet impact est énorme quand vous êtes en rendez-vous et il est temps de prendre conscience de ce qui le sabote. Et c'est le but de ce webinaire. Bienvenue dans ce webinaire qui est consacré à 3 erreurs qui, à mon avis, vous sabotent et comment, surtout, apprendre à les éviter. Certains me connaissent, d'autres ne me connaissent pas. Je vais me présenter brièvement. Je suis Florence Tosi. Je suis actrice, metteuse en scène, coach à la communication orale. Il y a 25 ans, je me suis retrouvée pour la première fois de ma vie à animer une formation. J'étais déjà actrice depuis longtemps, je faisais de la mise en scène, je faisais de la scène, et tout d'un coup, j'ai vécu cette expérience de ma première formation face à un groupe d'auxiliaires de vie sociale. Elles étaient 25, un public que je ne connaissais pas, un métier de formatrice que je découvrais. J'étais pleine d'énergie, j'étais ravie et complètement flippée. J'avais vraiment très peur. Bienvenue Cécile. Tu me vois, tu m'entends? Parfait, Super. Tu es merci la et bienvenue. mes excuses d'arriver en retard. Aucun problème, la connexion, tout ça, je connais. Tu es la bienvenue pour être là et pour déjeuner pendant ce webinaire. N'hésite pas, c'est le bon moment pour déjeuner. Merci Florence. Donc, je me suis retrouvée face à ce groupe de jeunes femmes et j'avais une pression, un trac absolument monstrueux. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce que je vivais sur scène, mon expérience d'actrice, pouvait vraiment aider les autres à mieux s'exprimer, à se faire entendre, à prendre leur place. Depuis, j'ai accompagné des centaines de dirigeants et d'indépendants. Je suis passée de formatrice au métier du social, de l'humanitaire et du paramédical au métier de formatrice en entreprise. Je forme des dirigeants, des directeurs commerciaux, je forme des travailleurs indépendants et j'accompagne ces personnes vers une parole plus claire, plus forte et plus vivante. J'ai créé Arsora il y a 8 ans environ pour transmettre ma propre pédagogie, pour ne plus travailler sans arrêt en sous-traitance, pour pouvoir nourrir de mon expérience du spectacle vivant, déployer ma méthode avec un seul objectif, que la parole devienne un vrai levier d'impact et de plaisir. Parce qu'autant on peut avoir peur et on peut avoir du malaise à parler en public, autant ça peut devenir un vrai plaisir, un vrai moment de bonheur. Aujourd'hui, nous allons parler communication non verbale. Je me remets la caméra. On va parler communication non verbale, ce langage silencieux, ce langage qui n'est pas verbal, qui n'est pas des mots, qui peut tout changer en bien ou qui peut tout saboter. Je vais vous montrer les 3 erreurs principales qui, à mon avis, sabotent votre impact et comment les éviter. Installez-vous bien, prenez votre verre d'eau, votre café, votre sandwich. Ça va être concret, vivant et peut-être un peu bousculant. Première erreur. J'ai un slide, donc je vous le montre. Première erreur. Commencez trop vite. Vous avez mis 3 mois, peut-être un an à obtenir un rendez-vous avec quelqu'un qui est important pour vous. Moi, personnellement, il y a un rendez-vous très important que j'ai mis 18 mois à obtenir. 18 mois de contact, de mails, en passant par les mails, puis par LinkedIn, puis par les textos, en essayant de ne pas être harcelante, mais quand même de ne pas me faire oublier. J'ai mis 18 mois à obtenir un rendez-vous qui a été très, très important pour mon développement, qui a été un client vraiment super, que j'aime beaucoup et qui me fait faire des missions géniales. Donc ça y est, vous y êtes. La personne qui peut changer votre vie professionnelle et par ricochet votre vie personnelle, hein, parce que quand on a une nouvelle affaire, c'est bien aussi pour notre vie personnelle. Cette personne est là, elle est en face de vous, le rendez-vous commence. Vous avez bien préparé votre rendez-vous, vous avez bien préparé vos 358 slides, vous avez mis une chemise propre, votre interlocuteur vous accueille et il vous dit d'entrée qu'il n'a que 15 minutes à vous consacrer, vous m'excuserez, une urgence, patati patata. Là, dans votre tête, ça se bouscule. Vous arrêtez, vous, vous révisez votre plan,
votre cerveau bug un peu, dans votre tête, vous coupez dans vos slides, vous évacuez la huitième partie, vous faites le maximum pour ne pas montrer à quel point ça vous déstabilise, et vous commencez sans perdre trop de temps et sans trop de rondes de jambes. Bonjour, je suis Florence Touzy, formatrice coach à la communication orale. Je viens pour vous présenter ma formation à destination des commerciaux. Nous voilà dans le vif du sujet. Salut ça, Hein, ça et vous? va? Ouais. Oui. Ah, j'entends quelqu'un. Gilles, c'est peut-être vous qui êtes là, qui parlez? Bon, il y a eu une petite interférence, c'est pas grave. Bref, première erreur qui tue l'impact, commencer trop vite. Je vous donne une anecdote que j'ai vécue hier par rapport à cette première erreur qui tue votre impact, qui est de commencer trop vite. Hier, je donnais une formation pour des commerciaux dans le bâtiment, le groupe Vinci, par un petit groupe. Donc, vous imaginez, les commerciaux, ils sont solides, ils ont quand même des formations, ils ont de la stratégie, etc. C'était une formation sur les rendez-vous, l'empathie, comment être un meilleur commercial, etc. Donc, c'était vraiment le cœur de ce dont je vous parle aujourd'hui. On a fait des mises en situation, les uns après les autres. Tous les participants à cette formation commençaient leur rendez-vous en étant pressés. Et c'est normal, on est formé à ça. On est formé à fournir du contenu. Qu'on soit ingénieur, qu'on soit commercial, qu'on soit PDG, on est formé depuis l'école primaire, le lycée, les études supérieures, on est formé à fournir du contenu. On croit que l'autre mérite notre contenu, nos meilleures théories. Et c'est vrai. Attendez, je vais couper ce micro là. Voilà. Et c'est vrai qu'on doit fournir du contenu, mais on ne peut pas balancer du contenu à quelqu'un avec qui on ne s'est pas connecté. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça, c'est la première erreur qui tue votre impact. C'est de commencer trop vite. Moins on a de temps, plus il faut prendre son temps. Vous êtes ici pour créer un contact, pas pour faire passer du contenu. Je répète, vous êtes ici pour créer un contact, pas pour faire passer du contenu. Et ça, je vous en parle aujourd'hui parce que c'est l'erreur que commettent 98% des directeurs commerciaux que je rencontre. Faire vite l'intro. Ce qui donne l'impression que vous êtes pressé. Mais pressé de quoi? Pressé de vendre? Pressé de partir? Pressé d'aller au bistrot? Alors, les commerciaux avec qui je travaille croient que c'est du temps perdu. Moi, je crois que c'est le moment le plus important du rendez-vous. Dans un rendez-vous à deux, je ne parle pas d'un webinaire, je ne parle pas d'une prise de parole en séminaire, je ne parle pas d'une prise de parole en public devant 50 personnes où on ne va pas discuter avec chacun individuellement. Mais dans un rendez-vous à deux ou à trois, dans un rendez-vous client, le moment le plus important, c'est le début. Et il faut prendre son temps. Ça, c'est l'erreur. Quelle est la solution? Quelle est la solution pour éviter cette erreur, cette première erreur qui est d'aller trop vite? Enregistrer, moins j'ai de temps, plus je soigne le début. Plus l'autre est pressé, plus il faut lui montrer que nous, on a le temps et que ce qui nous importe, ce n'est pas notre contenu, mais lui, le client, celui qui a pris la peine de nous recevoir et qui est dispo. Il ne s'agit donc pas de faire un début avec des phrases bateau, sans cœur et en regardant par terre. Il s'agit d'oser prendre le temps, de se connecter vraiment à l'autre, de ne pas enchaîner les phrases, de laisser de la place à l'autre. Éventuellement même d'être capable d'improviser. Oui, ça s'apprend. Ça s'apprend à improviser, à se connecter à l'autre. Ici, en une heure, je vais vous donner des pistes, je vais vous donner des clés, je vais vous donner des outils. Mais évidemment que ça demande un peu de temps et ça demande un accompagnement. Si on a l'habitude, avec le trac qu'on a, de démarrer très vite le rendez-vous pour aller vite passer les slides et vite au contenu, ça va nous demander un peu de temps, ça va nous demander un peu de travail. Prendre la parole, c'est toujours prendre la parole en situation. Si on est en situation client, c'est une situation particulière. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette erreur de commencer trop vite? Est-ce que quelqu'un veut partager une anecdote ou témoigner sur cette erreur de démarrer trop vite? Et j'en profite pour vous demander, Gilles, si vous êtes avec nous, si vous m'entendez, si vous me voyez.
Je ne sais pas. C'est pas grave. En tout cas, si vous êtes là, vous êtes le bienvenu. Si vous n'êtes pas là, vous vous reconnecterez quand vous pourrez. Ambre, Cécile, Barbara, Valdez, un témoignage. Ça vous parle, cette histoire de commencer trop vite? Vous pouvez activer votre micro et prendre la parole. Je vais me permettre. Donc, oui, moi, ça me parle beaucoup, puisque bah, au via de mon travail, que ce soit en tant qu'audit ou contrôleur de gestion, j'ai eu le droit de prendre la parole régulièrement et des rendez-vous clients parce que j'étais grand compte. Et c'est vrai qu'on a tendance à commencer trop vite parce qu'avec le stress, on veut tout donner en peu de temps. Comme ça, on se dit c'est fait. Et à force de pratique, on ralentit. Donc, c'est vrai que j'avais pas la notion de prendre le temps pour l'autre. Moi, c'était plus me dire pour que ça soit plus compréhensible, puisque le fait de parler vite, on est moins compréhensible. On a donné trop d'infos. La personne, on voit qu'on l'a perdue. J'ai appris, moi, je prends le temps de respirer avant. Je me dis, bon, ok. Ça m'est arrivé qu'on me dise, bah, au final, j'ai 10 minutes au lieu d'une heure. Oui. Ok. Et là, on se dit, bon, alors qu'est-ce que je vais garder? Donc, pendant ce laps de temps, pour pas paniquer, juste prendre sa respiration, revoir les points clés en leur disant, effectivement, je finissais par leur dire, ben, quels sont les points clés pour vous? Comme ça, on se focus dessus. Et s'il nous reste du temps, on pourra voir le reste. Mais c'est vrai que ça demande ben, une grosse prise sur soi au final de ne pas paniquer pour pouvoir avancer malgré le temps réduit. Merci. Merci Ambre pour votre témoignage. Et c'est un piège et c'est un classique. Et ça arrive, en fait, ça arrive souvent, c'est pas une exception, hein, que vous ayez préparé une prise de parole dans une entreprise, on vous demande de préparer une prise de parole, même en séminaire, en amphi, devant Mm. 200 personnes. On vous dit, voilà, tu auras 20 minutes. Et puis, en fait, les orateurs, les uns après les autres, prennent du retard. Le PDG prend la parole plus longtemps que prévu. Et à la dernière minute, au moment où vous montez sur scène, on vous dit, c'est parfait, Ambre, tu peux y aller. Mais c'est pas 20 minutes, c'est 7 minutes. Et là, vous avez une seconde pour improviser, pour vous remettre, et c'est très C'est ça. difficile. Moi, c'est un cas que je rencontre beaucoup en entreprise, de gens à qui on change le timing juste avant. C'est difficile. Mm. Et puis, vous avez évoqué une autre chose sur laquelle je vais apporter une contribution. Vous avez parlé du fait que quand on parle, ne pas commencer vite, parler lentement, c'est pour être compris, pour avoir une bonne articulation, pour que l'autre nous comprenne. Oui, c'est vrai. Et à un niveau plus profond dans le décodage du langage non verbal, c'est-à-dire un langage qui est inconscient pour vous le plus souvent et inconscient aussi pour votre interlocuteur, lorsque vous parlez vite, vous lui dites, vous parlez à son inconscient, vous lui dites, je suis pressé. Donc finalement, j'ai pas beaucoup de temps, donc finalement, je suis pas très dispo. Et ça, c'est un message qui est pas positif, c'est pas celui que vous voulez donner. Parler vite, ça vous rend moins facilement compréhensible et ça donne le message à l'autre que vous n'êtes pas vraiment présent. C'est ça qui est embêtant. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole sur cette première erreur? Il y aura un temps de questions-réponses à la fin, hein. C'est juste pour vous donner la parole de temps en temps au fur et à mesure, mais il y aura à la fin du webinaire, il y aura un temps de questions-réponses. Vous êtes vraiment libre de prendre la parole quand vous le souhaitez. Vous allumez votre micro et vous prenez la parole. Il y a une deuxième erreur qui tue votre impact, c'est de dire n'importe quoi. Alors, évidemment, vous ne le faites pas exprès, hein, mais vous dites n'importe quoi. Tralema Fonze Carobita, Monsieur Delotra, Chicaboom Velta, Produtissimo, Presnobet, Purnia Specialo Condizioneta, aujourd'hui Bleach Donzi, Planito Bargues Troncaliva. Oui, parce que le Zimbok ne va pas au Tramadou, alors mi-paiement, le globe s'inverse. Et là, attention, on déprérive en mode casoul. Je dis toujours, planter sur le Krabouk, mais jamais sur le Spearlook, c'est la base. Alors on respire, on se voudra, et surtout, on ne panique pas si le flonflon décolle trop tôt, c'est normal. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de parler comme ça dans un rendez-vous? Je pense pas. Dans le non-verbal, je vois non. Mais lorsque vous négligez votre langage non-verbal, c'est ça que vous faites. Votre corps parle. Il parle tout le temps. Il parle fort. Il parle très fort. Est-ce que vous savez ce qu'il dit? Parlez comme je viens de faire,
en employant ce langage qu'on appelle le yaourt, en tout cas dans les écoles de théâtre, on parle de yaourt, dire n'importe quoi. C'est ce que vous faites quand vous négligez le langage du corps. Est-ce que vous savez quel est le poids du langage non verbal dans votre communication? Quel est l'impact du langage non verbal? Le pire, c'est que vous le savez. Vous le savez parce que vous avez fait des stages de communication, vous avez fait des écoles de commerce, vous avez fait des formations au management, vous le savez. Mais est-ce que vous en tenez compte? Est-ce que vous tenez compte de cette réalité qu'on peut discuter, hein? On peut discuter autant qu'on veut. Albert Mehrabian, psychosociologue de l'Université de Californie. Voilà, ce monsieur, il est très critiqué, décrié, tout ça. Alors on est bien content qu'il soit critiqué, décrié, ça nous rassure. Moi, j'ai pas d'action chez Albert Mehrabian, je suis pas psychosociologue, je me lance pas dans des querelles de chiffres, ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est que j'observe avec mon expérience que notre éducation, notre instruction, nos études nous poussent à favoriser le verbal. Le verbal, c'est le contenu, le fond, les mots employés, les phrases employées, la théorie, le fond, le contenu. Tout ça nous pousse à favoriser toujours le contenu. Mais dans la vraie vie, la dernière fois que vous avez fait un achat, soyez honnête, soyez lucide, ça s'est décidé sur quoi? La dernière fois que vous avez jugé une personne dans votre fort intérieur en culpabilisant éventuellement de la juger, mais la dernière fois que vous avez jugé une personne, vraiment, ça s'est décidé sur quoi? Ça vous a pris combien de temps? Le visuel, quelques secondes. Le visuel, quelques secondes. Le vocal aussi, ça dépend des personnes. Le langage du corps, le langage visuel, le langage vocal, c'est un langage, c'est une langue. Il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. Il faut apprendre à lire le langage non verbal de votre interlocuteur et il faut apprendre à maîtriser le vôtre. Attention, attention. Je ne parle pas de ces trucs à 2 balles sur les bras croisés, ça veut dire que tu es fermé, de toucher les cheveux, ça veut dire que tu es dans la séduction. Je ne parle pas de raccourcis, hein. Je parle de Je parle de ce que votre inconscient dit à l'inconscient de votre interlocuteur et que petit à petit, vous pouvez ramener à la conscience par un travail d'écoute, de regard, avec un accompagnement, avec une méthode. Je parle d'un langage que vous pouvez apprendre, que vous pouvez apprivoiser. Exemple, l'absence de silence, un des classiques. Toutes les personnes que je forme à la prise de parole, que ce soit pour un audit, un examen, un séminaire, une prise de parole institutionnelle, associative, de PDG ou d'assistant, toutes les prises de parole manquent de silence parce qu'on a peur du vide. Je tiens le son en continu, je parle, je n'arrête pas de parler, je donne un argument, j'en donne un deuxième, je ne m'arrête jamais, je tiens le son. Quand je ne sais pas quoi dire, je dis en cherchant mon mot suivant, mon idée suivante, je tiens le son en continu, je respire très vite pour vite reprendre le son. Et quand je fais ça, dans l'inconscient, dans le non-verbal, je suis en train de dire à l'autre, il n'y a pas de place pour toi dans mon discours, tu ne m'intéresses pas. La seule personne qui m'intéresse, c'est moi et ce que je vais dire. C'est ça qu'on est en train de dire à l'autre, mais on ne sait pas qu'on le dit. On croit juste qu'on parle un peu vite parce qu'on est stressé et qu'on ne met pas de vide parce qu'on a peur que l'autre s'ennuie. En réalité, on est en train de dire à l'autre, tu m'intéresses pas. Oser le silence, c'est difficile. Oser mettre des silences dans un texte, c'est difficile. Dans les écoles de théâtre, on apprend à mettre des silences. On y passe des mois, on y passe des années. On prend les textes, on fait des dessins dans les textes. Un rectangle, ça veut dire un gros silence. Une croix, ça veut dire un petit silence. Moi, ce que je partage avec les personnes que je forme, c'est un résumé, c'est la quintessence de ce que j'ai appris pendant des années dans les écoles de théâtre et sur scène. C'est-à-dire comment utiliser au maximum des outils simples, sans devenir acteur, sans devenir journaliste télé, mais des outils simples qui permettent d'avoir plus d'impact. Un des outils, c'est vraiment le silence. Ce dont Merabian parle avec les chiffres, hein, on a quand même 55% d'impact qui vient du visuel, 38% du vocal et 7% du verbal. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est
Travaillez votre visuel et votre vocal, devenez des professionnels. Vous êtes déjà des professionnels du verbal, bravo, ça c'est fait, c'est très bien. Maintenant, professionnalisez votre visuel et votre vocal parce qu'il a plus d'impact que vous ne le pensez. La deuxième erreur, donc j'ai parlé de la deuxième erreur qui tue votre impact, c'est de dire n'importe quoi. Je répète, quand vous ne maîtrisez pas votre langage non verbal, vous dites n'importe quoi. La solution, c'est d'apprendre à lire ce langage, d'apprendre à le maîtriser. Je sais que oser le silence est difficile. Nous avons mille raisons de ne pas nous taire. Mais le plus fort dans un discours, c'est le silence. Et le plus intéressant dans un rendez-vous commercial, c'est l'autre. Est-ce que quelqu'un veut nous partager un témoignage, une reconnaissance de cette erreur? Est-ce que quelqu'un parmi vous voit de quoi il est question? Est-ce que vous êtes très à l'aise avec le langage du corps? Est-ce que c'est un langage que vous utilisez au quotidien dans vos rendez-vous importants? Bonjour à tout le monde. Bon, Moi, personnellement, c'est pas un langage que j'utilise à tout le temps, oui, mais c'est un langage que j'essaye de mettre sur pied, j'essaye de canaliser, j'essaye d'approprier mes mots à mon geste et à ma façon d'être, en fait. oui, Là, je suis encore sur la voie de canaliser, de donner du sens à tout ça, en fait. d'accord. Donner du sens, oui, c'est très juste. Donner du sens à ce potentiel énorme qu'est notre corps, qu'est notre langage corporel. C'est un potentiel énorme. Et c'est pour ça que je pense que c'est super intéressant de l'utiliser. Moi, je veux bien partager une expérience, ma dernière expérience professionnelle en tant que salarié, Oui, où ma manager me reprochait en réunion de justement de pas être plus ce qu'on appelle poker face, mais elle me disait ton non-verbal parle trop. On sait ce que tu penses, voilà, on sait ce que tu penses sur ton visage, etc. Du coup, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup aussi au théâtre pour exprimer des choses, mais pas pas caricatural, hein, mais voilà. Mais voilà, et j'étais pas d'accord sur le fait qu'on me reproche ça. ouais. Et sur le côté que nous devons être, moi je travaille dans les ressources humaines, donc le côté poker face et ne pas montrer ce qu'on pense et être neutre. Et ben voilà, j'étais pas d'accord sur le fait qu'on n'a pas le droit de montrer et d'exprimer des choses, voilà, même avec son visage. Des fois, c'est même plus moi, c'était plus simple pour moi plutôt que de dire les choses, c'était plus simple de les montrer parfois. Donc voilà, donc c'était intéressant de pas être d'accord aussi de ce point de vue-là. Ouais, merci Barbara pour ce témoignage qui est très riche et qui me rappelle plein d'anecdotes en entreprise Mhm. quand j'interviens pour des formations. C'est une question qui revient tout le temps. Comment je peux cacher mes émotions? Comment je peux Mhm. ne pas montrer mes émotions sur mon visage? Mhm. Alors moi, je reprends cette question et je la transforme parce que moi, mon projet, c'est pas que vous appreniez à cacher vos émotions et avoir justement Euh, une poker face. mhm. Pour Je moi, ça suis n'a d'accord. aucun sens. En Mhm. revanche, il y a des gens qui sont trop expressifs dans le sens que ça leur échappe. L'émotion et la manifestation de l'émotion, c'est magnifique. On est des êtres humains. On n'est pas des robots, heureusement. On n'est pas des robots. On est des humains. Et cette humanité, il faut absolument qu'on la préserve, qu'on la cultive et qu'on devienne excellent en humanité. Je parle avec un peu de passion parce que cette histoire d'IA, je ne comprends pas pourquoi, en parallèle à l'IA, on ne développe pas de façon beaucoup plus urgente, sérieuse, professionnelle, nos compétences humaines. Donc, il ne s'agit pas d'avoir des poker face, mais il s'agit de ne pas être débordé. Il y a des gens en réunion, ils se Mhm. mettent à pleurer. C'est trop. Ouais. Il y a des gens en réunion, ils voudraient garder le suspense jusqu'à ce que la personne ait fini tout son exposé pour dire, bah non, on va pas faire comme ça. Et dès le début, ils sont là. C'est vrai. Et donc là, ils sont démasqués, hein. Vous Mhm. pouvez intérieurement vous dire, ce truc est nul, on ne va pas le signer, on ne va pas le faire, mais vous laissez l'autre développer son argument. Et à la fin, quand il a tout dit, vous vous exprimez en langage non verbal en disant,
écoute, non, Nicolas, on va pas prendre ce projet, il ne correspond pas du tout à notre réalité ou à nos objectifs. Mais le truc de l'émotion, c'est que c'est magnifique si c'est vous qui êtes aux manettes. Mm. Mm. Et votre Ouais. émotion passe, c'est fantastique. Mais si elle Mm. passe d'une façon et à un moment que vous n'aviez pas choisi, là, votre N plus vous dit, ah, gna gna gna, t'es trop émotif, poker face. Mais Ouais, c'est c'est peut-être ça qu'elle aurait dû dire à ce moment-là. C'est que c'est peut-être pas adapté sur le moment. Ouais. Mm. Pour moi, Mm. c'est ça le secret. C'est pas de ne pas Mm. exprimer son émotion. Mm. Oh, quelle horreur. C'est de Mm. l'exprimer, mais c'est un choix Mm. stratégique. Ouais. Je peux Mm. intérieurement penser que ce truc est génial, mais Mm. j'attends le moment pour faire un grand sourire. Je peux Mm. intérieurement penser que ce truc est nul, mais j'attends le bon moment pour faire. Si je fais ça dès le début, Mm. bah, c'est un peu désagréable et puis je coupe l'herbe sous le pied de la personne qui voulait prendre la parole. Mm. Mm. Ok. Alors, on va arriver à la troisième erreur. La troisième erreur, attendez, je ne me partage pas tout de suite. La troisième erreur qui tue l'impact, c'est marrant parce que c'est la transition parfaite, c'est d'être un robot. C'est de se comporter comme un robot. Je vous raconte une anecdote. Excusez-moi, pourquoi ça ne veut pas s'en aller là? Hop. Je vous raconte une anecdote. Je n'achèterai plus jamais rien chez Brothers. J'ai une imprimante Brothers. J'ai eu un problème avec cette imprimante. J'ai eu affaire à des robots, c'est-à-dire à des êtres humains qui se comportent comme des robots. J'ai acheté une imprimante neuve dans un magasin. Je me suis déplacée, je l'ai ramenée chez moi, un gros machin. J'ai vécu un parcours cauchemardesque pendant un an. Et je ne vais pas vous raconter le parcours cauchemardesque parce qu'on n'est pas aujourd'hui dans une formation à la relation client, mais ils ont tout à apprendre sur ce sujet. Je n'ai pas eu affaire à un être humain. J'ai eu 8 mois de conflit. Je n'ai toujours pas d'imprimante. Cette affaire a duré un an. Jamais j'ai eu affaire à un être humain. Je me suis déplacée 3 fois au magasin avec l'imprimante. C'est un tank, hein. À chaque fois, il fallait que je me mobilise, que je prenne la voiture, etc., etc. La première fois que j'ai appelé quelqu'un, la première fois que j'ai appelé le service client, la première fois, j'étais désespérée avec mon imprimante toute neuve qui ne marchait pas. J'avais mis 1 heure et demie à l'installer parce qu'évidemment, c'est très simple, il faut qu'on y a qu'un logiciel, pif paf pouf, connectez-vous, vous voyez le genre. Donc déjà, moi, je ne suis pas ingénieur informatique, hein, c'est pas ça mon métier. Bref, le truc est très compliqué, ça ne marche pas. J'appelle, 1 heure d'attente, je tombe sur un robot. Je tombe sur un être humain qui se confondu avec un robot, qui me lit un script de commercial, qui ne m'entend pas, qui ne m'écoute pas, qui ne répond pas à mes questions. Un robot. Donc ça a tout de suite mal démarré. Après, j'ai écrit des courriers, j'ai eu affaire à des robots. Je suis allée au magasin, le magasin m'a dit qu'il ne pouvait rien faire pour moi. Dans les courriers que j'ai reçus, il y a un courrier qui est tellement écrit par un robot qu'il me demande de joindre des pièces jointes que j'avais déjà jointes. La photo de la cartouche, la photo du truc, la photo du machin. Bref, moi j'ai plus d'imprimante. Ça fait un an, je n'ai plus d'imprimante. J'ai vécu un cauchemar parce que l'être humain qui s'est occupé de moi au début était un robot. Je n'ai pas beaucoup de pouvoir de nuisance. Si je pouvais retirer à cette boîte 30% de son chiffre d'affaires, je le ferais. Je le ferais. Ça, c'est un problème qui n'est pas nouveau. Il y a toujours eu des gens qui se comportent comme des robots. Moi, j'attire votre attention sur le fait que, en parlant à des IA toute la journée, en travaillant avec des IA, en ayant des scripts, des process, des trucs et des machins, il y a un vrai danger que toutes les relations commerciales soient dirigées indirectement par des robots. Et ça, c'est très, très embêtant pour le commerce. Ça ne va pas marcher. Quand on vend quelque chose, si on arrive à le vendre, c'est bien, mais on a fait un tiers du boulot, hein. Ce qui compte, c'est qu'on soit présent. Qu'on vende une formation, un aspirateur, une imprimante ou une maison, il faut qu'on soit présent dans le service après-vente, c'est-à-dire dans la relation client, c'est-à-dire dans la relation. La relation, c'est un être humain avec un cœur, avec des tripes, avec un non-verbal qui parle à un autre être humain qui a un cœur, des tripes et un langage non-verbal. Et là, pour moi, il y a un vrai problème entre l'IA et l'humain. Alors j'ai écrit pitié, pas de bloubi-boulga, voilà, toutes ces phrases qui ne veulent rien dire, tous ces process, tous ces machins. Il y a une grosse pression en ce moment sur l'intelligence artificielle. On doit se former, évidemment, on doit s'en servir, elle va tout dévorer, bien sûr, elle va créer du chômage, donc il y a de la pression, il y a de l'inquiétude, il y a de la peur. Tout ça est normal.
C'est une révolution. C'est une révolution comme la révolution industrielle. En ce moment, les gens achètent n'importe quoi. Tout le monde s'auto-proclame expert en IA. L'Internet, le LinkedIn regorge de trucs machin pour acheter le prompt ultime. Il y a une vraie pression. Oui, il faut se former. Oui, ça va tout changer. Oui, c'est la révolution. Ne soyons pas débiles, hein. Quand j'ai vu ça dans la dernière conférence de Michael Aguilar, hein, sa nouvelle conférence, j'étais à la première représentation de sa nouvelle conférence, c'était absolument génial. Il a parlé de l'ampoule électrique. Avant, les gens qui vendaient des bougies, parce qu'on s'éclairait à la bougie, à la chandelle, quand du jour au lendemain, Thomas Edison met sur le marché une ampoule électrique, évidemment que tous les marchands de bougies ont fait faillite. On ne peut pas lutter. Hein, les seuls qui n'ont pas fait faillite sont ceux qui faisaient des bougies artistiques en forme de cœur, parfumées à la lavande, etc. Mais la bougie de base qu'on allume et qui éclaire, évidemment, ces gens-là ont fait faillite. Hein, donc ça va changer des trucs. Hein. L'intelligence artificielle et nous, c'est un vrai sujet. J'ai consacré un webinaire, j'en referai un bientôt sur ce thème. Pour moi, c'est un truc central. Il y a une chose qui m'échappe, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais pourquoi cette pression sur l'intelligence artificielle ne s'accompagne pas d'une prise de conscience sérieuse de notre besoin en formation sur la relation, sur la communication? Pour moi, quelque chose de juste, d'intelligent, de stratégique, ce serait d'avoir les deux de front. Je me forme à l'IA, j'apprends à l'utiliser, j'apprends à gagner du temps, j'apprends à dialoguer avec elle, j'apprends à voir quelle chose elle peut faire à ma place, et en même temps, je me forme à être excellentissime en communication, c'est-à-dire en humain. Parce que quand on a parlé à des robots toute la journée, eh ben, quand on rencontre un humain, on ne veut pas qu'il soit humain, on veut qu'il soit au top de l'humanité. On attend de lui qu'il nous déploie tout son génie d'humanité. Et je pense que ça va être, de ce point de vue-là, de pire en pire. C'est-à-dire que les robots, les gens qui se comportent comme des robots, on va les rayer de nos listes. Vous souhaitez réussir tous vos rendez-vous clients, ces rendez-vous que vous avez mis 18 mois à obtenir. Vous souhaitez les réussir tous, vous connecter à l'autre de façon authentique. Vous voulez qu'on vous rappelle, qu'on vous retéléphone, qu'on ait envie de vous revoir en deuxième semaine. L'IA ne peut rien pour vous. Elle peut plein de choses pour d'autres sujets et c'est fantastique. Pour moi, la solution, parce que là j'ai parlé de cette troisième erreur qui tue l'impact, c'est de vous comporter comme un robot. Ça n'a jamais marché, mais ça va marcher de moins en moins. La solution, c'est de laisser bosser l'intelligence artificielle sur ce qu'elle sait faire. Elle sait faire plein de trucs. Et quand vous avez en face de vous un être humain, même en visio, comme là, on est en visio, mais on est entre êtres humains. Quand vous avez en face de vous un humain, considérez qu'il a passé les 8 dernières heures de sa vie derrière un écran à parler à des robots, à des tableaux Excel et à des intelligences artificielles. Ayez pitié de lui. Ayez pitié, soyez humain. Soyez totalement humain, précieusement humain. Pas de gloubi-boulga, pas de phrases toutes faites, pas de mots creux, pas de formules achetées à la tonne dans un discount. Soyez présent, soyez rugueux, soyez vivant, soyez sensible, soyez touchant, soyez vrai. Osez. Je vous donne la parole sur ce sujet. Est-ce que vous avez une expérience à partager dans le domaine de l'IA et de l'humain? Est-ce que vous reconnaissez dans cette erreur? Alors, moi, je veux bien partager quelque chose, mais c'est pas vraiment en lien avec l'IA, c'est plutôt en lien avec ce que tu évoques sur la communication. Et bon, j'ai été formée à la PCM, Process Communication. Et en fait, moi, dans les profils, alors je sais qu'ils ont un peu changé les noms maintenant récemment. On travaille sur les styles de communication et moi, j'ai un style de communication qu'on dit informatif. Mhm. Et on pourrait considérer que c'est assez proche du robot dans le sens où c'est en général assez factuel, assez objectif. Donc, je ne me considère pas comme un robot, mais c'est vrai que bah, dans mon style de communication, moi, je vois que quand je pose des questions à l'IA pour me faire une trame de communication ou etc., il y a des styles de phrases qui me ressemblent en fait, Mhm. tu vois. Ouais, c'est Et j'ai juste envie de dire que bah, dans les humains, il y a des humains plus ou moins informatifs, des humains plus ou moins émotionnels.
Bien Des- sûr. Voilà, donc voilà, je voulais juste partager ça parce que peut-être que parfois ça a donné l'impression que c'était trop lisse comme ton, trop informatif et pas assez personnalisé. Et je dis parfois parce que je me rends compte aussi que sur certains sujets, quand c'est des sujets qui me passionnent, évidemment, l'émotionnel, il trouve sa place. Et moi, j'ai été quand même 10 ans dans l'informatique. Si tu veux, dans l'informatique, quand tu parles à des collègues, t'es pas forcément dans un langage humain très émotionnellement riche, si je l'exprimais comme ça. Ouais, mais c'est super intéressant ce que tu dis là, Cécile, parce que moi, ça me fait penser à connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. La phrase qui était sur le temple de Delphes, hein, qu'on attribue à Socrate. Moi, je crois beaucoup à ça, se connaître soi-même, connaître ses qualités et connaître ses failles, connaître ses talents et connaître ses points d'amélioration. Et la Processcom, c'est un outil que je connais pas très bien, moi, mais je sais que c'est vraiment génial pour plein de choses et notamment pour ce que ça apporte sur la connaissance de soi. Ça veut dire que toi, tu as une façon de communiquer qui est informative. Ça veut dire qu'avec toi, on perd pas son temps. C'est pédagogique, c'est informatif, c'est clair. Tu donnes du contenu, on te comprend. Donc tout ça, c'est génial. C'est merveilleux. Et là-dessus, tu n'as pas à bosser. Ça, c'est déjà fait. Ça fait partie de tes bases, de tes talents. Mm. C'est génial. Il y a tellement de gens, on ne comprend rien à ce qu'ils disent. C'est du gloubi-boulga. Ils mélangent les phrases, ils mélangent les concepts. Ils te parlent pendant 10 minutes. Après, ils te font un cachet d'aspirine. Et tu leur demandes le PDF parce que sinon, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, ça, tu as cette grande qualité d'être informative, d'être clair dans ton propos, d'être rationnel, de poser les choses. Ça, c'est magnifique. Ça veut dire que si jamais tu veux ne pas donner l'impression d'être un robot, je ne suis pas sûre Mm. que tu donnes l'impression d'être un robot, mais ça veut dire que si jamais il y a un truc que tu veux améliorer, transformer, changer, c'est plutôt l'aspect, et alors là, particulièrement dans les 15 premières secondes, parce que dans les 15 premières secondes, on ne donne pas d'infos, hein, on crée une connexion. Tu peux te concentrer sur les 15 premières secondes, tu peux te concentrer sur comment laisser passer un peu plus d'émotionnel, de fantaisie, de créativité dans les moments clés d'un rendez-vous, qui sont les 15 premières secondes, les 15 dernières, et les moments où il y a de la tension. Et ça veut dire que tu as, en fait, t'as une feuille de route très précise de ce que tu as à faire. Mm. Ça, c'est génial. Pour moi, c'est comme ça que je travaille. C'est-à-dire que chaque individu que je forme, je vois ses forces, je vois ses talents, que parfois il ne voit pas. Je vois ses faiblesses, ses pistes d'amélioration. Et je lui montre comment s'appuyer, s'asseoir, se tenir debout sur ses forces et pas les considérer comme bah, c'est juste comme ça. Il y a tellement de gens qui rêveraient d'être clairs quand ils s'expriment et d'être informatifs. Tu vois? Donc ça existe, c'est là, tant mieux. Ça, c'est du bon, quoi. C'est du solide. Et ça veut dire que toi, si tu veux bosser ta com, si tu penses que c'est nécessaire, ça peut être de mettre le projecteur sur plus d'ouverture, plus de silence, plus de créativité dans tes 15 premières secondes. Ça veut dire que Mm. ton programme est déjà fait, quoi. C'est génial. Merci Florence. Et hier, c'est ce que je faisais aussi. J'avais des commerciaux, donc ils sont évidemment tous bons. Ils connaissent pas leurs forces. Et par exemple, j'ai dit des choses qui sont pas très faciles à dire en entreprise. J'ai dit à un homme, j'ai dit à une femme, quand vous arrivez, vous êtes beau, ça dégage quelque chose, vous avez de l'allure, vous avez de la prestance. Vous n'avez rien à faire, c'est déjà fait. Et c'est des choses qui sont pas habitués à entendre dans l'entreprise. Il y a toujours l'histoire du politiquement correct. On ne doit pas dire à quelqu'un qu'il est beau, qu'il a de la prestance. Mais dans la prise de parole, dans le rendez-vous commercial, si vous arrivez et que vous êtes belle, ben ça joue énormément. Si vous le savez et que vous pouvez compter là-dessus, c'est pas, c'est pas de la séduction à deux balles. Faut savoir nos talents. Hein, si on a un regard sublime, si on a une belle voix, il faut le savoir parce que ça nous porte. Bref, le fond de, de, mon, de ma transmission, c'est que les secrets pour laisser une bonne impression et réussir un rendez-vous, c'est, oh, je partage ça, ça n'a rien à voir, c'est de privilégier le contact au contenu. Le contenu, ne vous inquiétez pas, il va toujours vous rattraper, il viendra toujours. Ça fait 25 ans que vous bossez sur vos contenus, vous avez fait l'école, vous avez fait des études supérieures, l'IA va vous apporter du contenu. Le contenu, on le fait depuis qu'on a 4 ans, on nous fait travailler le contenu, on sait faire. Spécialisons-nous maintenant dans le contact. C'est ça, je pourrais dire, le cœur de ma transmission. Spécialisons-nous dans le contact. Et le contact, c'est pas mystique, magique, j'ai le feeling, je suis quelqu'un de convivial. Non, non, ça s'apprend. On va à l'école, on apprend. C'est ce qu'on apprend dans les écoles de théâtre, c'est ce que je transmets dans mes formations.
Si vous êtes d'accord, je vous présente ma façon de travailler et les transformations que je propose aux personnes que j'accompagne. J'ai prévu de vous présenter ce que je fais en ce moment à destination des commerciaux. Est-ce que vous êtes OK que je vous partage ça? Je vous montre ce que je fais. Parce que moi, je travaille donc avec des commerciaux depuis de nombreuses années et j'ai mis... bon, c'est un peu tôt pour vous partager ça. Moi, je me considère en fait comme un médecin des connexions, comme une spécialiste des connexions humaines. J'accompagne des personnes à guérir, à soigner, à améliorer leurs connexions. Parce que prendre la parole, c'est construire une relation. Prendre la parole, c'est construire une relation. Quand la relation est construite, on peut envoyer du contenu. Ça, c'est mon credo. Quand la relation est construite, on peut envoyer du contenu, on peut envoyer de l'info. Si la relation n'est pas construite, il n'y a pas de connexion, tout ce que vous envoyez part directement à la poubelle. Ils ne vous le diront pas, ils sont polis, mais ils n'entendront pas. C'est ce que je fais avec les commerciaux, parce que dans la vente, on est au cœur de ça. On ne vend pas un produit, on vend un produit à quelqu'un avec qui on s'est connecté, avec qui on a une bonne connexion. Alors, si ce qu'on fait là, ce qu'on dit là a du sens pour vous, si vous considérez que la connexion a du sens et que l'IA ne va pas tout faire pour vous, si vous voulez vous cultiver pour être irremplaçable dans vos rendez-vous, moi, je propose une formation qui est dédiée aux rendez-vous clients. Ça ne veut pas dire qu'elle est dédiée aux commerciaux, elle est dédiée à toute personne qui a des rendez-vous clients, pour vous, pour vos collègues, pour votre équipe. C'est une formation qui est issue de mon expertise comme formatrice de directeurs commerciaux du groupe Vinci, donc même un très grand groupe. Et comme ça fait 7-8 ans que je bosse avec eux, j'ai synthétisé les questions, les exercices cruciaux pour réussir ces rendez-vous. Parce que je les ai écoutés, je les ai entendus, ils ont toujours un peu les mêmes questions qui reviennent. Et j'ai construit une formation autour de 5 modules de 2h30, parce que les commerciaux n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de passer une journée de formation. Plus personne n'a le temps de passer une journée en formation. Donc, c'est 5 modules de 2h30 dans lesquels, à chaque module, on traite une question essentielle et précise. Exercice pratique, mise en situation, échange de pratique, entraînement. Je suis une actrice, donc je suis une femme de pratique, de répétition. Premier module, réussir son premier rendez-vous client. Deuxième module, l'art des coulisses, toute l'expertise des acteurs au service de vos rendez-vous. Se préparer, vraiment, pas juste préparer ses slides. Troisième module, privilégier la relation client, quoi qu'il arrive, gérer un client mécontent, ou un client inquiet, ou un client frustré, ce que n'a pas su faire Brothers, mais ils n'ont pas su faire ça avec moi. Quatrième module, gérer les imprévus, les objections, les contradictions. Il y en a des imprévus, il y en a toujours. Cinquième module, annoncer une mauvaise nouvelle avec tact. Je vous donne un exemple. Dans le bâtiment, le commercial va discuter avec le client. Le chantier a démarré depuis 1 an et demi, tout se passe bien. Le commercial est envoyé en rendez-vous. Il doit annoncer au client que tout va bien, mais le chantier va durer 3 mois de plus et il va y avoir une petite ligne de 150 000 euros de plus. Et il y a un type, un commercial, qui est chargé d'aller à ce rendez-vous. C'est un rendez-vous très difficile. Et ça s'apprend. Ça prend comme le reste. Ça, c'est la formation transformative que je mets en avant en ce moment. Là, c'est la page témoignage. Juste une question avant de passer à la suite. D'après vous, quel est le plus grand commercial français? Bon, il est plus d'actualité. Il y a une série Netflix qui lui a été consacrée. On parle moins de lui. On a parlé beaucoup, beaucoup de lui pendant des années. Le plus grand commercial, le plus grand entrepreneur français. Il a fait beaucoup parler de lui, en bien, en mal. Vous avez un nom? Un mec discuté, hein? Un mec qui n'a pas fait l'unanimité. Bernard Tapie. Tapie. Il est discuté, tout ce qu'on voudra, mais c'est un commercial, un très très bon commercial. Il était acteur, il avait un deuxième métier, il était comédien. Vous saviez ça? Il a joué dans une mise en scène d'un ami à moi, une mise en scène de Thomas Le Doirec, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Quand on scrute un peu les profils des très grands commerciaux, des très grands leaders d'opinion, ils ont fait du théâtre, ils ont fait de l'impro, ils ont été comédiens, ou ils sont d'une famille de comédiens, ou alors ils ont suivi d'autres chemins. Mais le théâtre, c'est un vrai outil pour engager dans un rendez-vous. Voilà, maintenant c'est à vous. Je vous donne la parole.
On a un temps de questions-réponses. Ah oui, alors ça, c'est moderne. C'est le QR code que vous pouvez normalement scanner directement avec votre téléphone pour avoir accès à une présentation de cette formation à destination des commerciaux et de toute personne qui a des rendez-vous clients. Je vous laisse le scanner. Et puis, on va faire un temps de questions-réponses. Et si vous êtes d'accord, on va faire une photo de groupe, une photo de classe. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse une photo? Alors, on chausse notre plus beau sourire. Ah, je vois, bon, on enlève nos lunettes. Très bonne idée, Cécile. Le visuel, le visuel. Alors, attendez, c'est parti. Voilà, j'en fais plusieurs, hein, comme ça, je choisirai celle où on est le mieux. Merci beaucoup. Voilà, j'arrête avec les photos. OK. Et vous avez la parole. Il est 13h21, on est parfaitement dans les temps. Et moi, j'ai prévu un temps de questions-réponses. Moi, je veux bien revenir sur le sujet de l'IA, parce que juste avant de commencer le webinaire, j'ai voté de l'autre côté de la marge euh, en disant que moi, du coup, je me reconvertis dans l'IA. Oui, Et je sais qu'avec mon associée, du coup, celle qui m'a parlé de vous et du coup qui m'a permis de me connecter, on va monter une société justement où nous, c'est l'aide à la mise en place de l'IA et revoir les process en interne. Et par contre, nous, on valorise l'humain avec l'IA. Parce que, en vérité, on parle d'intelligence artificielle. Moi, j'aime bien parler d'intelligence augmentée. oui, Parce que un humain a codé l'ensemble et un humain va devoir traduire ce qu'a rendu la machine, hein, parce que, absolument. voilà. La machine, comme vous le disiez, ne fait pas tout. Elle l'aide, elle va libérer du temps pour rajouter justement la valeur ajoutée de l'humain au travail. Et c'est vrai qu'on arrive en codant, c'est vrai qu'on arrive on a tendance à après parler comme un robot parce que à force d'écrire comme ça toute la journée, on a un peu plus de mal au niveau de la communication. Et c'est vrai que c'est un effort après à se dire, bon alors, là je vais reparler avec un humain, il faut se réenclencher aussi nous-mêmes. Tellement l'habitude d'écrire à la machine qu'à force, on en oublie. Et c'est vrai que c'est un exercice assez important de le faire, de se dire, bon là je vais parler avec un humain. Et moi je sais que quand j'explique à quelqu'un, quand on me pose une question, je prends toujours des faits de tous les jours, ou quelque chose que la personne fait quotidiennement, ou au moins voit à peu près ce que c'est, que de lui dire, bon alors en code, j'ai écrit ça, enfin, ça n'a pas de rapport. Et des fois, je me dis que donner des images concrètes sur quelque chose qui peut être, on va dire, entre guillemets, immatériel dans la machine, est aussi un rapport, du coup, plus facile pour gérer l'humain. De faire ces Oui. petites images et ces rapprochements, du coup. Alors, moi, j'ai trouvé que c'est très intéressant ce que vous avez dit sur l'intelligence qui n'est pas artificielle, mais qui est augmentée. Et en fait, c'est beaucoup plus juste. Parce qu'en plus, opposer l'artificiel au naturel, c'est une... Opposer l'artificiel au naturel, j'ai toujours trouvé que c'était un choix un peu restreint. Mm. Opposer l'artificiel à l'humain, tout est artificiel, hein. Là, je ne peux pas vous offrir un café, c'est artificiel, là, hein. L'électricité, c'est artificiel. L'ordinateur est artificiel. Ce stylo bic est artificiel. C'est pas une bonne question, je trouve, d'opposer l'artificiel à l'humain ou d'opposer l'artificiel au naturel. Et l'intelligence, effectivement, elle est augmentée. Et puis, je trouve ça très juste que vous disiez, c'est des humains qui l'ont constituée et construite, et c'est des humains qui doivent négocier avec, bosser avec. Et donc, ouais, c'est intéressant. Ben, il faut qu'on en reparle, il faut qu'on en reparle, Ambre, parce que je pense Avec plaisir. qu'on a des sujets à explorer ensemble. Oui, oui, tout à fait. Et moi, j'aurais bien rebondi sur ce que disait justement Ambre aussi, et puis ce que tu disais aussi Florence sur le fait que pour moi, il y a toujours eu des services clients déplorables avec des gens derrière qui lisent un script. Il n'y avait pas besoin de l'intelligence artificielle. Enfin, ça fait 20 ans voilà, que j'utilise des services et je suis déjà tombée sur des personnes au téléphone ou quoi qui lisaient, qui n'écoutaient pas, etc. Pour moi, c'est pas nouveau. Et en effet, l'avènement de l'intelligence augmentée, n'est-ce pas, de l'IA, c'est ce qu'on en fait quelque part. Et on peut être mauvais sans IA, on peut être mauvais, toujours aussi mauvais avec IA, parce que vu que ça augmente,
ben, soit ça augmente notre incompétence, soit ça augmente notre intelligence en fait. Et en effet, pour moi, l'intelligence donc artificielle, l'IA, c'est pas ça qui va, c'est pas ça qui va nous rendre meilleurs. En fait, ça nous rend plus, en effet, plus efficace ou plus rapide et du coup, ça dégage du temps pour la valeur ajoutée. Donc, si on n'a pas de valeur ajoutée, si on est une grosse crotte, et ben en fait, on sera pas meilleur avec. C'est pas l'IA qui va nous rendre je sais pas quoi, chirurgien demain, ou enfin moi je vais pas changer de métier avec l'IA en fait. Soit je fais mon métier de meilleure manière et de manière plus efficace et du coup utiliser toute ma valeur pour mes clients et justement toute la relation pour les écouter, pour y répondre, parce que j'aurais délégué tout un tas de tâches qui sont pas en valeur ajoutée pour moi. Mais ça veut pas dire demain que je vais faire le job de Florence parce que je serai allée sur l'IA pour savoir ce que fait Florence et comment elle le fait et que du coup j'aurais appris son métier grâce à ça. Euh, donc voilà, donc en fait, on est comme tu dis, hein, Florence, et aussi Ambre, comme vous dites, pour moi, c'est un outil, mais les opposer, c'est une grave erreur. Et au même titre que il y a eu bah, l'informatique aussi dans les années, début des années 2000, où bah, les comptables, enfin moi j'étais dans la finance, les comptables faisaient leurs livres de compte sur des livres, sur des cahiers avec un stylo et du papier, et qu'on est passé à Excel, à l'informatique et après à des logiciels. Mais ça ne veut pas dire que le comptable est mort. Au contraire, on a toujours besoin de comptables, mais on a besoin d'eux pour être pour nous conseiller, pour voir des choses, pour détecter des erreurs ou des choses comme ça, pas pour écrire trois chiffres ou faire des additions dans un tableau. En fait, c'est pas ça le métier de comptable. Et donc pour moi là, c'est la même chose en fait. C'est comment on fait notre métier différemment et du coup, ça nous libère du temps pour des choses sympas et pour les relations et pour discuter avec les gens et pour être en connexion. Et c'est trop bien. Absolument. Je suis entièrement d'accord avec ta vision, Barbara. Tout comme l'ordinateur, comme le téléphone, c'est un Ouais. outil. On l'utilise bien ou mal. Et l'ordinateur et le téléphone ne vont pas nous rendre meilleurs ni plus intelligents que ce qu'on est. Ils vont faire Mm. avec nous plus vite et mieux des choses qu'on savait déjà faire et qu'on a Ouais. tout à la main. Et Mm. avant, moi, pour aller à la piscine, j'ouvrais le bottin pour savoir où était la Ouais, piscine. c'est ça. Je téléphonais pour savoir à quelle heure elle ouvrait. Maintenant, je fais Mm. Google, piscine. Mais je dis, Mm. c'est quand même moi qui fais cette recherche et peut-être je vais plus Mm. vite, pas toujours. Mais en tout cas, ce sont des outils. Ce sont Mm. des outils. Tout Et à fait. effectivement, l'intelligence artificielle ne peut pas te reconvertir en chirurgien. Non, ça ne Mm. peut pas le faire. Mm. Ça peut pas le faire. Et c'est bête de l'opposer. Il faut s'en servir avec Mm. intelligence. Et il faut, à mon avis, aussi quand même avoir une réflexion sur l'utilisation de Ouais. l'intelligence artificielle, Oui, mais c'est ça. termes écologiques. Mm. Parce que si ça devient, tu vois, dans le téléphone de poche de tout le monde, de 6 Mm. ans à 95 ans, quand tu fais une Ouais. recherche, tu prends l'IA au lieu de prendre Google sans Mm. savoir ce que ça coûte, là, c'est Mm. embêtant aussi. C'est qu'il Mm. faut la penser, cette intelligence augmentée. Il faut la penser. Il faut la cadrer, il faut la penser. Il faut qu'on soit Mm. nombreux à penser ce qu'elle produit, ce qu'elle impacte, comment on s'en sert, etc. Et qu'elle soit intelligente, quoi, qu'on la rende intelligente. Mm. Ouais. Mm. Mais c'est un gros sujet, hein, c'est un gros sujet aujourd'hui d'avoir une réflexion là-dessus. Mm. Valdez, est-ce que vous avez une question? Non, pas particulièrement. En fait, moi, je rejoins les pensées des deux autres. En fait, Euh, on peut tout de même, pour ma part, il y a aussi c'est pareil. En fait, c'est juste pour amener un plus de ce que tu connais déjà, parce que même déjà pour aller faire une recherche sur l'IA, il faut déjà savoir en fait ce que tu veux aller chercher. Oui, Si absolument. déjà tu n'as pas une idée de ce que tu vas aller chercher, ça va rien te donner d'intéressant. Mhm, mhm. Du coup, il faut déjà avoir programmé dans ta tête ce que tu veux et connaître à peu près quel est le résultat que tu veux avoir. C'est un peu comme chez nous en génie civil, c'est un peu comme un logiciel qui t'aide à atteindre un résultat. Et par tes connaissances que tu as eu à apprendre à l'école, tu sais que bon, ce résultat peut être vrai. Parce que selon les études que tu as eu à faire, quand tu as tel type d'études, voilà comment ça va se comporter, voilà comment ça va se comporter. Mais peut-être pour un peu faciliter le travail, tu Oui, peux l'utiliser comme outil supplémentaire pour, au lieu peut-être de faire un jour, 2 jours dans une recherche, te retrouver avec peut-être 1 heure, 2 heures en fonction de ce que tu recherches. En fait. oui, Donc, du coup, c'est un peu comme ça que moi je vois l'utilisation de l'IA. oui.
Merci. Ouais, c'est tout à fait juste. Et ça me fait penser aussi à autre chose qu'il faut travailler en même temps. Il y a la connexion, la relation. Mais ce que disent aussi beaucoup de gens, c'est de travailler l'esprit critique. Et c'est ce que vous dites aussi, Valdez, c'est ça. C'est ouais, voilà, vraiment travailler, regarder, savoir ce qu'on veut, voilà, ce qu'on en attend. Et pas prendre pour argent comptant tout ce qui va nous sortir. Et c'est vrai que ce côté esprit critique, c'est important parce que il faudrait pas que la jeunesse voit ça justement comme une source de d'informations fiables et il peut tout faire et il sait tout faire pour moi. Mais non, si voilà, c'est ça aussi. Je pense que c'est les deux aspects qu'il faut travailler en même temps que l'apprentissage de cet outil. Et, Très belle conclusion, Barbara. Travaillons nos connexions et notre esprit critique. Oui. tout à fait, puisque je tenais quand même à signaler qu'il fait des hallucinations et des erreurs sur des choses faciles, hein. Oui. C'est Ah pour ça oui, qu'il faut je l'ai pas vraiment encore faire. vu ça. Je l'ai entendu, mais je l'ai pas encore décelé maintenant. Ah ouais. Si un jour vous voulez vraiment le tester, vous Oui. écrivez un mot qui s'appelle attention ou téléphone, vous lui demandez de compter le nombre de T, et Ah peut-être ah qu'il va oui. répondre juste. Mais Hmm. si vous lui demandez 4 ou 5 fois, il y a un moment où il va faire faux. D'accord. Hmm. Pourtant, le mot Bon. sera toujours le même, il y aura le même nombre Hmm. de T à chaque fois, mais Ouais, après, ouais. ça s'appelle des hallucinations, ils en font très D'accord. régulièrement, et c'est... Enfin, voilà, c'est très touchy. Je sais que moi, je fais des... Ouais. Et ça consomme, du coup, écologiquement beaucoup Oui. de données. Ouais. Et moi, je fais en sorte que les gens aient du sur-mesure chez eux, donc ça consomme moins et il n'a pas d'hallucination, du coup. Hmm. Ah, On excellent a- pitch, Ambre. Hmm. Excellent Pardon. pitch. Excellent pitch. Ah, merci, merci. Présentation de votre travail, ça donne envie d'en savoir plus, vraiment. Mais on pourra faire un échange avec plaisir. Ah oui, oui, je vous remercie beaucoup de votre présence. Et comme il est 13h32, on va s'arrêter là parce que je tiens à respecter le timing. Mais j'ai adoré cette rencontre. C'était super de vous parler, d'échanger avec vous. Et je suis disponible pour qu'on se rencontre en tête à tête. Là, il y a de nouveau un QR code. Normalement, vous le scannez, vous avez accès à mon calendrier. Prenez un rendez-vous, vraiment, Ambre, par ce biais-là ou par un autre. Je pense Avec plaisir. on se parle et puis les autres, on se connaît. Valdez, on ne se connaît pas. Prenez un rendez-vous, vous êtes la bienvenue. Et Cécile et Barbara, on se connaît. Vous êtes aussi les bienvenus Hmm. pour prendre un rendez-vous avec moi pour aller plus loin, creuser, en savoir plus. Avec plaisir. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Merci à toi, Florence. À Merci, bientôt Florence. sur les réseaux, un rendez-vous. Et bon après-midi. Merci. Ah, Merci, bon merci à après-midi à vous. tous. Bon Bon, après-midi. bon Bonne journée. après-midi. Au revoir. Au revoir.